Bienvenue à tous. Les violences se confirment donc dans le nord du Mali. Le camp militaire de la ville de Léré a été attaqué dimanche. Un groupe revendique le raid et la prise de cette base. Il s'agit de la coordination des mouvements de l'Azawad. C'est lui qui s'était déclaré en temps de guerre il y a quelques jours avec la junte de Bamako. Alors pourquoi cette reprise des combats alors qu'une trêve était en vigueur depuis maintenant des années et qu'un accord de paix avait été conclu en 2015? Quels sont les risques pour Bamako? Jusqu'où peuvent aller ces rebelles? Bonjour Nicolas Normand et merci d'être avec nous. Vous êtes ancien ambassadeur de France au Mali et dans d'autres pays africains. On y reviendra dans un instant. Vous avez écrit le grand livre de l'Afrique qui est paru aux éditions Errols en 2019. Il y a clairement aujourd'hui un nouveau front qui s'est ouvert dans le nord du Mali. Oui, il y a un deuxième front. Donc il y avait déjà le front avec les djihadistes, contre les djihadistes, à la fois ceux de Daesh et ceux de Al-Qaïda ou rattachés à ces organisations. Déjà une situation qui se dégradait sur le plan sécuritaire du fait d'une intensification de l'activité terroriste. Et maintenant, un deuxième front vient de s'ouvrir depuis quelques semaines avec les signataires de l'accord de paix de 2015, un accord qui devait réconcilier les anciens rebelles touaregs avec les autorités maliennes. Cet accord, en fait, n'a pas été appliqué. Il est bloqué depuis des années et il était inévitable, dès lors que l'accord était bloqué, pour des raisons partagées entre Bamako et les signataires ex-rebelles. Mais la responsabilité principale de la non-application de l'accord, c'est quand même les autorités maliennes, c'est Bamako, parce que c'est le gouvernement, c'est eux qui devaient mettre en œuvre cet accord. Et donc, comme ils ne l'ont pas fait... Excusez-moi, qui prévoyait notamment le désarmement et la réinsertion des anciens combattants rebelles dans l'armée nationale. Absolument. On en est très loin. On en est très loin. Ça prévoyait désarmement, réinsertion. Ça prévoyait également une décentralisation, une régionalisation très poussée à l'initiative de Bamako, qui n'a pas été mise en œuvre. Ça prévoyait un développement de la région du Nord. Voilà, donc des choses assez raisonnables qui étaient faisables, mais il se trouve que Bamako, depuis le début, marche à reculons dans cet accord et les rebelles ne mettent pas non plus d'huile dans les rouages. Et pour bien comprendre, l'étincelle, ça a été le retrait de la MINUSMA qui a été voulu par Bamako et la MINUSMA qui est donc partie, qui a quitté les bases qui sont autour de Tombouctou et les anciens rebelles Touareg. Ils voulaient retourner dans ces bases, alors que c'est finalement Bamako qui les a reprises. Exactement, c'est-à-dire qu'il y avait cette force de plus de 10 000 casques bleus dont la mission principale était justement de faire appliquer cet accord de paix et d'empêcher aussi la reprise de combat, les débordements. Lorsque cette force est partie, à la demande des autorités maliennes, il y a eu des combats pour savoir qui allait contrôler les camps. Alors normalement, selon l'accord de paix, il y avait une procédure pour que l'armée malienne reviennent dans le Nord. Ça devait être négocié, ça devait être une armée reconstituée qui intégrait une partie des rebelles. Cette procédure n'a pas été suivie, donc on est quand même sorti de l'accord. Et à ce moment-là, c'est les combats pour s'imposer entre les groupes Touareg, arabo-Touareg et les forces armées maliennes. Est-ce que c'est un retour aujourd'hui en arrière, retour Oui. En 2012? C'est dans cette région qui a commencé cette guerre d'indépendance, puisque les anciens rebelles Touareg voulaient déclarer la région de l'Azawad. Exactement. En 2012, les séparatistes s'étaient alliés aux djihadistes et ensemble avaient vaincu l'armée malienne. Et ensuite, une guerre avait éclaté entre les séparatistes et les djihadistes et un accord de paix avait été signé seulement avec les séparatistes. Et les djihadistes continuaient le combat contre les autorités maliennes. Et dans l'intervalle, la force française Barkhane était intervenue, avait plus ou moins contenu la situation. Le départ de Barkhane, depuis un an environ, a aggravé la situation vis-à-vis des djihadistes. Ça a aggravé l'insécurité. Maintenant, ensuite, le départ des casques bleus a réouvert un deuxième front avec les séparatistes et c'est une catastrophe quand même. Est-ce que vous diriez que la situation est plus inquiétante que 2012? Est-ce que les groupes armés aujourd'hui sont plus puissants? Oui, ils sont nettement plus puissants qu'en 2012. Donc on peut dire d'une certaine manière que la situation est plus inquiétante qu'en 2012. La coordination des mouvements de l'Azawad, on l'a vu le week-end dernier, a la capacité de frapper. Elle a pris donc cette base militaire de Léré. Elle avait pris une autre base. Elle s'est retirée depuis dans une autre région. Enfin, ça reste toujours autour de Tombouctou. Est-ce qu'elle a la capacité de mettre à mal les FAMA, l'armée malienne? Écoutez, c'est difficile de trancher
trancher cette question, qui sera tranchée sur le terrain par les combats. Ce que je peux remarquer, c'est que la base de Léré, qui vient d'être attaquée, a été reprise par les FAMA. En général, la CEMA, c'est-à-dire la coordination des mouvements de l'Azawad, les anciens rebelles, font une attaque, tuent un certain nombre de soldats, prennent le contrôle de la base militaire et repartent. Donc, c'est une espèce de guérilla. Les FAMA ont du mal, évidemment, à anticiper ces attaques et à ne pas être temporairement chassés de leur camp. Mais ça jette le discrédit sur la junte de Bamako. Elle n'arrive pas à répondre là à une question sécuritaire. Oui, on le sait. Enfin, en 2012, n'est-ce pas, l'armée malienne avait été fortement battue par ces groupes à la fois djihadistes et séparatistes. On peut craindre que ça se renouvelle parce que ils ne sont plus aidés par l'armée française. Il y a la milice Wagner qui, en principe, la milice russe, qui en principe les aide, mais on voit bien que ça ne suffit pas. Et donc la situation se détériore. On peut craindre qu'elle devienne hors contrôle. On peut craindre que le Nord, de nouveau, fasse sécession. Les anciens rebelles Touareg évoquent une riposte en légitime défense à une agression, je mets des guillemets, de l'armée malienne. Comment distinguer le vrai du faux ? Écoutez, chacun, évidemment, rejette la responsabilité sur l'autre camp. Et je le disais tout à l'heure, les responsabilités sont partagées. C'est-à-dire que, pour l'essentiel, quand même, c'est Bamako qui n'a pas appliqué l'accord d'Alger, l'accord de paix. C'est aussi Bamako qui a repris un peu de force les bases abandonnées par les casques bleus de la MINUSMA. C'est considéré comme tel, comme une agression par les séparatistes, ce qui n'est pas évident non plus, en fait, parce que quand même, c'est normal que les forces armées maliennes reprennent la souveraineté de leur territoire. Donc, chacun a des arguments à faire valoir. Mais ça peut aller crescendo jusqu'à la proclamation d'un État de l'Azawad ? Tout à fait, parce que cette logique de séparatisme était quand même abandonnée complètement dans l'accord d'Alger. Il s'agissait, au contraire, de protéger l'intégrité et la souveraineté du Mali et de concéder simplement une autonomie, une sorte de décentralisation poussée. Et cette logique est en cours d'abandon. Elle n'est pas totalement caduque parce que l'accord n'a pas été dénoncé de part et d'autre. Donc on peut espérer qu'il y aura un nouveau cessez-le-feu et que de nouveau on appliquera l'accord. Mais pour appliquer l'accord, il faudrait que Bamako s'engage dans cette application, communique sur l'intérêt de cet accord, fasse des débats dans les régions. Il faudrait aussi que les groupes armés renoncent à parler de séparatisme et renoncent à parler d'Azawad même d'une certaine façon et acceptent clairement que ce sont des Maliens comme les autres. Et l'Algérie, garante de ces accords, elle reste mutique ? Alors, c'est la communauté internationale qui est garante et l'Algérie est le médiateur. Mais le médiateur ne peut rien faire si les combats reprennent et si les parties ne demandent pas au médiateur de les séparer et d'intervenir. Alors, c'est vrai que l'Algérie a été assez passive, mais on peut dire que les parties belligérantes ne souhaitent visiblement pas s'adresser au médiateur. Les Touaregs séparatistes ont cherché, au contraire, à impliquer l'Algérie. C'est le chaos, on peut le dire, aujourd'hui, dans le nord du Mali. En tout cas, il y a le retour de combats qui sont violents et qui sont sérieux. Ce sont les groupes djihadistes maintenant qui en bénéficient. On le voit à Tombouctou qui est assiégé. Oui, on peut craindre aussi qu'une partie de ces Touaregs séparatistes s'allie à une partie des djihadistes, ceux qui relèvent de la mouvance Al-Qaïda, qui s'appelle le JNIM sur place, qui dépendent du Touareg Yad Ghali. Il y a une autre branche des terroristes qui relève de Daesh, qui est l'ennemi à la fois de Bamako et des groupes ex-séparatistes. Mais il y aura sans doute sur place une certaine alliance entre une partie des djihadistes et une partie des séparatistes. Et on peut craindre dans cette situation une sorte d'extension du désordre et du chaos. Il y a déjà eu une alliance de circonstances parfois. Ça avait existé. Les anciens rebelles et les djihadistes. Absolument. C'était le cas en 2012, mais ça n'avait pas duré longtemps. Nicolas Normand, vous avez été ambassadeur de France au Mali, vous avez été ambassadeur également au Congo-Brazzaville et au Sénégal. Aujourd'hui, il y a l'un de nos ambassadeurs, Sylvain Ité, qui est l'otage de la junte au Niger, d'après Emmanuel Macron. Que vous inspire cette prise de position déjà d'Emmanuel Macron? Est-ce qu'il faut qu'il quitte le territoire ou est-ce que la France est dans son bon droit? Écoutez, d'abord, le mot otage ne convient pas bien parce que justement, les Nigériens lui demandent de partir. Alors, en général, un otage, c'est quelqu'un qu'on conserve. En tout cas, il est retenu dans l'ambassade et il est retenu le chef de l'État, il n'a plus de ration alimentaire. Oui, il est retenu dans l'ambassade dans la mesure où s'il sort de l'ambassade, il sera expulsé. Donc, c'est lui qui se met en situation d'otage. Maintenant, il aurait été quand même beaucoup plus diplomatique et plus simple de profiter, par exemple,
l'exemple de la conférence des ambassadeurs pour rappeler, pour consultation, cet ambassadeur. Et les autorités françaises créent quand même une situation de confrontation dont les autorités françaises, la France n'est pas gagnante. L'image de la France n'est pas gagnante de mon point de vue. Ce sont plutôt les putschistes et la junte militaire au Niger, même si elle est illégale, qui profitent de cette situation parce qu'ils ont intérêt à une confrontation avec la France. C'est vrai que ça aurait été une pirouette intéressante. Merci en tout cas, monsieur l'ambassadeur, d'être venu sur France 24.